Bon, on est quand même contraint de démarrer la séance. On a attendu les 10 minutes. C'est comme la pluie dans le désert. Quand on a de la pluie dans le désert, il y a une goutte et on attend l'autre goutte pour qu'elle arrive. C'est comme ça que les gens arrivent. C'est une goutte derrière l'autre, avec un temps de latence assez important. Bon, on va commencer avec quand même la première communication. Je vais vous lire le titre. Pour moi, c'est du chinois écrit en français. Homo geologicus, l'héritage toxique de l'Anthropocène. Donc vous avez tout compris, je pense, à travers ce titre. Et la présentation peut être faite par mon ami Bernard Pédérias. Il est médecin libéral à Nice. Il est pneumologue, physiologiste de formation. Il est maintenant co-coordinateur d'espace francophone de pneumologie. Il est président de l'association Le Nouveau Souffle pour l'octroi des bourses. Et en plus de ça, il est historien et homme de lettres. Donc Bernard, à toi la parole. Merci beaucoup Ali, c'est trop d'honneur. Merci à tous d'être là et tous ces amis avec qui on a beaucoup de discussions. Et le titre, eh bien, j'ai répondu à une question du président et de notre ami Zouair également. Est-ce que tu pourrais nous faire Homo geologicus, l'héritage toxique de l'Anthropocène? Il n'y avait pas de point d'interrogation. J'ai exigé le point d'interrogation, car je ne suis pas certain de la toxicité. Vous allez le comprendre. Donc nous sommes dans ce 22e congrès. Merci beaucoup Abdelilia pour tout ce que tu fais et toute l'équipe de l'AFMAPAT. Vous êtes absolument exceptionnels. On remarquait avec Bruno également toute l'évolution technologique qui est au niveau de l'évolution scientifique. Alors quand on parle, il faut savoir de quoi on parle. Homo, qu'est-ce que c'est? Homo, c'est un homme, c'est un être humain, au sens générique, puisque les Romains n'avaient pas de problème de genre, au sens où vir était l'homme au sens du mâle, et femina la femme au sens de la femelle du mâle. Le dérivé latin est un dérivé archaïque, c'est émo, qui est la même racine indo-européenne qui est gnom, c'est-à-dire la terre. En fait, l'homme est un dérivé de l'accusatif homo hominem, et donc étymologiquement, l'homme est le fils de la terre. Et c'est donc un pléonasme. Alors, Homo geologicus, c'est le terme de géologie qui est relativement ancien, puisque c'est Diderot qui l'a introduit, après avoir pris le néologisme de Ulysse Aldrovani, qui était à Bologne au XVIe siècle, XVIIe siècle, à la grande époque de la disputatio entre l'héliocentrisme et l'héliocentrisme. Gé, en grec c'est la terre, logos c'est le discours, c'est la science, donc la science de la terre. J'insiste sur le terme de disputatio, car c'est un petit peu l'objet de ce que nous faisons toute la journée. Un pléonasme que ce Homo geologicus, puisque Homo est donc fils de la Terre, et geologicus, et par essence et par naissance, il est géologique, il est de la Terre. Son histoire est intrinsèquement liée à la Terre, donc phylogénétiquement, et donc son espèce, et ontogéniquement, puisque l'ontogénèse a toujours résumé la phylogénèse, comme l'infiniment petit résume l'infiniment grand. Il m'a été posé la question, est-ce que c'est un héritage toxique ? J'aime bien le proverbe indien qui dit « La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent, d'où la responsabilité que nous avons sur l'avenir. » Toxique, c'est toxon, la flèche en grec, passé par le latin évidemment, comme souvent, et au départ c'était toxicone, pharmacone étant le poison, c'est le poison qui imprègne les flèches. Est-ce que l'Anthropocène décocherait-elle des flèches empoisonné et destiné à nos enfants? C'était la grande question sous-jacente à ce titre. Mais nous sommes médecins. Rappelons-nous ce que c'est qu'un médecin. Un médecin, c'est la racine med qui veut dire la pensée. La racine mode, c'est la mesure. C'est l'aspect modal d'une pensée. Penser à et s'occuper d'eux, finalement, on va prendre soin. Finalement, l'outil du médecin est la pensée. C'est pour ça que nous pouvons penser avant d'être penseurs au sens du soin. Alors je m'inscrirai dans ce débat dans la vieille pratique de la Schola Medica Salernitana du XIe siècle. Les méthodes pédagogiques étaient fort innovantes, c'était Kérouan avec Constantin l'Africain qui apportait tout ça, et à Salerne, c'est-à-dire en mer Tyrrhénienne, au sud de l'Italie, au-dessous de la côte Amalfitaine. L'enseignement était pratique, laïque et mixte, et surtout, et j'insiste sur le mot, c'était le partage d'expérience par la fameuse disputatio, et c'est derrière la disputatio que je m'inscris pour apporter tous les problèmes qu'on va aborder.
On va aborder quoi? Des paradigmes qui sont différents des dogmes. Et la légende veut que la Disputatio soit liée à l'école de Salerne parce que 4 fondateurs étaient, un était juif, Hellénus, l'autre arabe, Adela, le grec était Pontus, et le terme vient de Salernus, le latin, d'où l'école salernitane. Alors, l'évolution des paradigmes scientifiques, on sait, ça c'est Thomas Kuhn qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'épistémologie de la science, c'est-à-dire la science et l'histoire de la science. La science est normale, elle va adopter une position unanime d'un paradigme. Tout d'un coup, on découvre une anomalie. Tiens, crise énorme de conscience chez les scientifiques. Et à ce moment-là, la science extraordinaire, et donc rare, va faire naître un nouveau paradigme. Et c'est ce qu'on a connu en ce sens que le consensus n'est pas une preuve. Le consensus n'est pas une preuve, puisque du temps de Copernic, on est au 15e, 16e siècle, c'est le modèle géocentrique qui va remplacer par l'héliocentrisme. Pasteur, c'est la génération spontanée du 19e siècle qui est remplacée par la microbiologie. Et Wegener, c'est pas le même que notre syndrome de Wegener, c'est le fixisme géologique qui est remplacé par la dérive des continents. Donc, un consensus n'est pas une preuve, c'est simplement la suite d'une disputatio. Pourquoi parle-t-on d'anthropocène? Anthropos, c'est l'être humain au sens que aner, c'est l'homme, et ops, c'est celui qui a un visage d'homme. Et kainos, ça veut dire récent, donc ça serait cette nouveauté qui va créer ce récent géologique. Serait-il l'homme avec ses technologies qui entre vers une nouvelle ère, qu'on voulait dire l'ère de l'anthropocène, l'ère de l'humanité, mais est-ce pas une anthropocène avec une écriture différente au sens de skéna, c'est-à-dire le théâtre? Alors, quelle est cette scène de l'anthropocène? C'est la Terre. Rappelons-nous que la Terre, c'est un système solaire. C'est pour nous mettre au niveau, nous, les petits hommes, sur cette immensité de l'espace. Il y a des planètes telluriques, on en connaît une, c'est la Terre. Tellurique, ça veut dire justement la Terre, ce qui est de la matière dense. Et ensuite, 2 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, et 2 planètes de glace. Les planètes, ça veut dire en grec les errantes, planétès. Nous errons autour du Soleil. Encore fallait-il accepter l'héliocentrisme. Mais la Terre s'inscrit dans un temps, et c'est pour ça que l'humanité, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Si je parle des 4 milliards d'années de la Terre, d'histoire, c'est l'AD1, référence à Hadès, le dieu des enfers, l'Archéen, ce qui est très ancien, de moins 4 milliards à 2,5 milliards d'années, le protéozoïque, avant l'arrivée des animaux, et ensuite le phanérozoïque qui nous intéresse. Alors, en grec, aion, le léon, les fameux éons terrestres, eh bien, c'est un temps qui correspond à la force vitale, le temps d'une vie. En latin, c'est l'identité éternelle. Et en philosophie, c'est la puissance éternelle émanant de l'être suprême. Et en géologie, on a gardé ce terme pour parler de l'unité de temps à l'échelle géologique et donc sûrement pas humaine. L'ère du phanérozoïque, c'est l'ère phanéron des animaux, zoïques, animaux. Phaner, ce qui apparaît comme phénotypique, l'apparence. Elle commence exactement il y a 542 millions d'années. Alors avant de parler de changement de telle ou telle chose, mettons-nous à l'échelle du temps, 542 millions d'années nous séparent, ce n'est pas les années des pyramides de Napoléon. Phanéros, c'est ce qui est visible, zoïkos, l'animal. Alors regardons la terminologie actuelle et je dirais la taxonomie actuelle. Paléozoïque, ça correspond au primaire, le secondaire, c'est le mésozoïque. Et regardez maintenant, le quaternaire n'existe plus. On parle d'un tertiaire cénozoïque, c'est-à-dire l'arrivée des animaux, les fameux 542 millions d'années. La dernière, on serait là-dedans, l'anthropocène, qui serait la suite dans le quaternaire, qui est intégré en fait au tertiaire. Et vint, dans cette affaire-là, Homo sapiens. Homo sapiens, regardez où il est. Ce n'est que 200 000 ans sur les 4 milliards d'années de la planète. Un petit peu d'humilité par rapport à ça. Avec une association avec Néandertalis, nous avons tous des gènes communs avec Néandertal. Actuellement, on emploie de plus en plus en anthropologie le terme de homo à caractéristiques modernes plutôt qu'homo sapiens, par courtoisie par rapport à Néandertal, qui était sûrement aussi sapiens que nous. Alors, puisqu'on a maintenant situé le débat au niveau de l'échelle de temps, maintenant on va le situer pour Homo sapiens à l'échelle de l'homme et de sa capacité à rentrer et à peupler cette terre. Vous voyez le nombre de millions d'hommes sur Terre, c'est-à-dire en bas que 4 millions, il y a 10 000 ans, 6 millions au moment de l'écriture, 5 millions, il y a 6 000 ans, et au moment de l'ère actuelle, on est à simplement 200 millions d'individus sur Terre pour passer aux 6 milliards actuels. L'histoire s'écrit avec l'écriture, et l'histoire n'a que 6 000 plus 2 000, ça fait 8 000 ans.
La pyramide des âges est fondamentale par rapport à tout ce que l'on va pouvoir décrire, puisque vous voyez qu'en bleu, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, et puis après cette pyramide énorme des sociétés d'Afrique en particulier, et d'Asie, pour voir que la pyramide des âges est extrêmement ventrue au niveau des 30-40 ans. Qu'est-ce qui nous intéresse sur cette Terre? Ces hommes qui seraient l'Anthropocène et à l'origine de beaucoup de problèmes. Regardez l'évolution de la population. 2023 sur en 2000, les projections de 2000, on passerait, regardez en bas, le monde de 8 milliards à 10 milliards. Et où se situe l'augmentation? C'est essentiellement l'Afrique subsaharienne, avec 21% d'individus contre actuellement les 14-15%. L'Europe du Nord, l'Afrique occidentale reste à peu près autour des 10% de la population mondiale, avec une petite croissance. Voilà les projections. Sur une autre figure, vous voyez qu'on est à peu près statique au niveau de l'Europe. Alors maintenant, l'Anthropocène et le fameux CO2. CO2, il faudrait que si CO2 m'était compté, sinon compté. Nous sommes pneumologues, nous savons qu'actuellement, il y a sur 100% de gaz dans l'atmosphère, 78% d'azote, 21% d'oxygène, et il y a également 0,04% de CO2. Il y a un siècle, la concentration était 0,03. Peut-on imaginer un effet de serre avec une telle concentration si faible? Et regardez, sans CO2, c'est-à-dire la Lune, il n'y a pas de phanérozoïque, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie. L'absence de toxicité alimentaire est réelle avec le CO2, puisque la bière, le champagne, les boissons gazeuses en produisent tout le temps. Qu'est-ce qui fait la vie? C'est la photosynthèse végétale. Elle est strictement fondée sur l'absorption du CO2 et de la production d'oxygène. L'apport de l'énergie, la lumière, va permettre de libérer du sucre et de libérer l'oxygène. Le sucre va faire la plante. Et la structure carbonée de la plante se construit avec le carbone du CO2, fixe les sucres, et c'est donc cette photosynthèse qui va libérer l'oxygène dans l'atmosphère. Et les habitants du phanérozoïque, l'homme et les animaux, vont se nourrir de ces sucres. Et regardez le monde avec le CO2, à 0,04%, c'est le monde actuel, et si on monte d'un tout petit peu, il y a encore plus de végétation. La forêt, c'est un symbole. La forêt, bien écoutez, en France, on a fait les choses comme il faut, puisqu'on est passé de 1830 à peu près à 9 millions d'hectares. Actuellement, à presque 17 millions d'hectares, on est passé à 31% du territoire métropolitain. Juste une petite note intéressante au plan chimique, parce qu'on le sait peu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'eau juvénile qui est fournie par les racines des arbres, puisque vous voyez que la matière végétale solide associée à OH va permettre de libérer de l'eau, HOH, et c'est une eau, au-delà de l'eau de pluie, c'est de l'eau juvénile qui est rapportée par les racines des arbres. On n'y pense pas souvent. Quand on boit de l'eau, il y a au moins 10-20% qui est strictement juvénile, créé par la nature. Alors maintenant, le CO2 atmosphérique, grandeur nature. La Terre en tant que Terre produit 3200 milliards de tonnes de CO2. Les rejets anthropiques, par l'usage des énergies fossiles, sont de 34 milliards, vous voyez le delta. L'absorption par les océans et la végétation est de 18 milliards de tonnes. À gauche, vous avez des particules par million, et puis surtout à droite, vous avez la réalité, c'est-à-dire le tonnage. Le solde du CO2 anthropique donc, de l'homme global est donc de 16 milliards de tonnes, 1/200 millième. La part des pays développés est de 5 milliards de tonnes, 1/600e. La part de l'Union européenne est de 1,6 milliard de tonnes contre les 3200 milliards de tonnes qu'elle produit la planète en tant que planète. 1 sur 2000. Et la part de la France, c'est 160 millions de tonnes, 1 sur 20 000. Alors même si on réduit si c'était réel cette hypothèse, si on réduit de 50%, ça correspond à rien. Maintenant, les émissions de CO2 et l'espérance de vie. Accès à l'énergie, c'est le moteur de toutes les économies. Eh bien, les sources fossiles vont produire 80% de cette énergie, pétrole, gaz, charbon, et vous voyez que les pays à haut revenu produisent 10 millions de tonnes, et c'est là où il y a le plus d'espérance de vie. Les émissions mondiales prévues en 2040, c'est 35 milliards de tonnes, et si on fait le schéma projeté, on tomberait 15,8 milliards de tonnes. Pas beaucoup de changements pour un investissement de 3000, absolument gigantesque, de plus de 3000 milliards. Anthropocène et climat. Anthropocène et climat, rappelons-nous que le climat, ça veut dire ce qui est lié à l'inclinaison de la Terre. Ça vient de climas, c'est du grec passé par le latin. Et après, on a découpé les zones climatiques en fonction de l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à l'horizon. Le système climatique, c'est un rayonnement solaire, c'est l'atmosphère qui va être créée par cette émergence de vapeur d'eau. Atmos, ça veut dire vapeur. Il y a une sphère qui va se lier. Ça va faire le climat en fonction de l'inclinaison de la Terre et de l'intensité des éruptions solaires et donc de la capacité du Soleil à envoyer de l'énergie. Comment ça se passe ?
Les océans sont une mémoire et une réserve thermique, et c'est la rotation de la Terre avec des forces de Coriolis et des courants marins qui font la circulation de l'énergie sur la planète. Le voilà. Alors, maintenant, la température. Comment la température terrestre a été étudiée? Depuis 1000 jusqu'à 1350, on a eu un réchauffement médiéval. C'est ce qu'on a appelé l'optimum climatique, d'où l'émergence, finalement, de toute la société, en particulier occidentale. Puis, un petit âge de glace s'est installé, avec un refroidissement à partir de 1900, et d'où les fréquentes famines, en Europe, en particulier les troubles sociaux. C'était le premier rapport de ce qu'on appelait Intergovernmental Panel on Climate Change. Alors, panel est un bon mot, change est un meilleur mot est un mot outré peut-être, parce que je préférerais panel, garder panel, et dans le GIEC, je préférerais garder évolution et mettre panel à la place d'expert. Ça serait plus logique. La température terrestre entre 2015 et 2023, vous voyez qu'elle a même baissé, et ça, c'est les chiffres officiels de Hadley Center, Climatic Research Unit Temperature. Le niveau des océans, prenons Brest par exemple, il n'y a quasiment pas de variation, il y a simplement 2 mm par an, ce qui correspond à 20 cm par siècle. La pluie, pas d'évolution, aucune variation majeure depuis le début des relevés, il y a 40 ans. Les glaces, pas de présence de glace en Arctique qui baisse un peu, mais avec l'inclinaison de la Terre, c'est largement compensé par toutes les glaces de l'Antarctique contre l'Arctique. Ensuite, une petite anecdote intéressante, c'est l'évolution des ours polaires. Chasse intensive au XXe siècle, interdite en 1973, et on est passé de 1960 de 10 000 ours à 25 000 ours. Donc c'était la chasse le problème. Si je prends la glace également, on voit qu'elle a toujours bougé cette glace, en particulier regardez l'époque romaine, juste l'âge de fer, il y avait très peu de glace, ça remonte, ça redescend, c'est une variation strictement liée à cette inclinaison de la Terre. Quelques mots sur Anthropocène et énergie. Anthropocène et énergie, eh bien l'énergie thermique c'est 6%, le nucléaire c'est 69%, sans émission de CO2. Avec une relative incompatibilité avec l'énergie intermittente, les réacteurs sont difficiles à freiner. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Espagne et la péninsule ibérique quand on a voulu freiner les réacteurs parce qu'il y avait trop d'apport de ce qu'on appelle les intermittents. Les intermittents, les voilà. Vous voyez que la courbe des exportations est quasi symétrique à la courbe des productions éoliennes et photovoltaïques. Alors on produit de l'électricité dont on n'a pas besoin, au moment où les réacteurs devraient tourner à plein régime. L'électricité nucléaire, la voilà dans le monde. La France est très bien placée avec 51 réacteurs, mais surtout le plus important est là. C'est qu'on a une réserve extraordinaire et qu'on est lié à une production autolimitée de 25%. On pourrait augmenter notre production de 100 TWh, c'est-à-dire qu'on a une économie directe, sans faire aucun investissement, de 150 milliards d'euros qui nous permettrait de gérer le besoin énergétique. L'énergie fossile, en fait, il n'y a pas beaucoup de problèmes, surtout avec les projections qu'on peut faire, et en particulier l'hydrogène qu'on pourrait créer avec le surplus énergétique. Petit mot sur Anthropocène et pollution, pour faire le lien avec la suite. Polluter, ça veut dire salir, souillure, et le sens figuré, c'est l'équivalent de profaner. Ce qui nous intéresse, c'est l'échelle urbaine, dont on parlera après, et puis l'échelle domestique, surtout, c'est dont on parlera ensuite. Ce qui m'intéresse, c'est de vous livrer ces air-parif avec l'évolution globale des particules à Paris. Vous voyez que vraiment, depuis dans les années 50 jusqu'à maintenant, on a fait une évolution exceptionnellement bonne avec la pollution particulière qui a vraiment largement disparu. Ensuite, la pollution domestique, juste quelques plaques pour les rappeler, c'est que 90% du temps passé est à l'intérieur, et alors qu'on parle souvent de l'extérieur, et je reviens à ce que disait le professeur Ali Benkader, pensons à l'intérieur avant de penser à l'extérieur, mais non, l'extérieur est quasiment fait, au moins en Europe. Alors c'est vrai que l'Anthropocène peut être une scène finale, c'est la fameuse utilisation de l'énergie nucléaire pour faire une bombe. Alors les bombes, regardez où elles sont actuellement, vous avez les États qui possèdent le nucléaire, l'USA, etc., des États qui ont reconnu ayant l'arme nucléaire, des États qui la possèdent sans reconnaissance officielle, et puis des États qui, sur leur sol, ont des bombes. Ceci dit, l'homme a été capable d'une sortie finale, mais était capable de discuter. Regardez les barres de droite, eh bien on a progressivement une acceptation de baisser la quantité d'ogives nucléaires. Alors voilà, tout ça nous permet de comprendre qu'on est en face d'une Terre qui est à notre disposition, une Terre qu'on pourrait détruire d'un coup avec un petit bouton rouge sur lequel on appuierait. Mais je voudrais terminer quand même sur une note positive. Parce que l'Anthropocène, c'est également un génie créateur. Et ce génie créateur, je la terminerai par deux petites plaques. C'est quand même les 7 magnifiques
œuvres d'art de l'Antiquité, les 7 merveilles du monde, de l'Antiquité, de l'architecture antique. Là, vous les avez une à une, statues de Zeus, Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, les jardins suspendus de Babylone, le phare d'Alexandrie, la pyramide de Khéops et ensuite le colosse de Rhodes, qui est tombé lors d'un tremblement de terre. Et ensuite, eh bien, soyons un peu plus modernes, je n'ai parlé que de ce qui est géo, c'est-à-dire construit avec des pierres, construit avec la terre. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est numérique, je n'ai pas parlé de la musique, je n'ai pas parlé de la création intellectuelle. Puisqu'on a parlé de terre, restons à terre avec l'architecture. Eh bien, regardez cette architecture moderne. J'ai pris les 7 merveilles du monde votées il y a 5 ou 6 ans sur une trentaine. Eh bien, vous voyez le Yucatan au Mexique, le Christ Rédempteur à Rio, le fameux Machu Picchu au Pérou, Petra en Jordanie, le Taj Mahal en Inde et le Colisée de Rome. Choukran. Merci Bernard pour cet exposé magnifique, mais surtout rassurant, qui va à l'inverse de ce que nous communique, parce que nous actuellement, c'est le changement climatique, la pollution, l'invasion particulière, tout ça, donc on va mieux, quoi. On va mieux. Globalement, on est sur la bonne voie. C'est tant mieux pour tout le monde. Bon, on va se retourner maintenant vers la salle pour voir si tout cela est partagé. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des commentaires? Si. Moi, j'ai essayé de suivre, mais je dois revoir ça tranquillement. Donc, tu me rassures, tout ce qu'on a entendu parler du pôle Nord, des glaciers, des forêts qui brûlent, de l'industrie, notre avenir est assuré pour quelques générations? Moi, je pense qu'il faut temporer. Il faut se remettre à l'échelle géologique. Actuellement, il y a une espèce de, si tu veux, de machine infernale qui s'est lancée, mais tout ce qui est dit depuis la première réunion COP ne s'est pas passé. Ensuite, le seul problème majeur, effectivement, c'est la pression humaine. Et donc, il faut qu'effectivement, l'Afrique produise moins d'enfants, peut-être. Ça, il faut être clair. Mais il y a encore de la place. Et surtout, une bonne gestion des ressources. On a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pris l'exemple de la France, par exemple. Actuellement, on est obligé, pour des raisons de mauvais choix énergétiques, de freiner nos réacteurs. Ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques jours, là, c'était uniquement parce que on ne peut pas recevoir une énergie intermittente sur des réseaux, ça fait une hypertension et ça fait sauter les sécurités. Donc, quand on a une énergie nucléaire qui est décarbonée complètement, il faut l'utiliser, alors que c'est déjà en place, alors que volontairement on l'arrête, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pour l'énergie. Ensuite, pour la pollution urbaine, globalement, elle a remarquablement chuté. Pour ce qui est... ah si Elle a quand même, ça c'est les chiffres officiels d'Air Paris, elle a remarquablement chuté. Avec l'effort qu'on a fait en investissement sur les pots catalytiques pour le diesel, fait qu'il n'y a quasiment plus de particules de ce côté-là. Grosses particules, c'est celle-là qu'on voit sur les mesures qu'on fait. Effectivement, il y a une diminution des grosses particules, les PM10. Mais je vais en parler tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus la particule est petite, plus elle est toxique. Et en fait, les petites particules, on ne les mesure pas. Et en fait, on sait qu'elles augmentent. Donc, avec un filtre à particules, par exemple, tu augmentes les particules de petit diamètre. Donc, je ne suis pas aussi optimiste que toi, non seulement pour la pollution, mais aussi sur le reste. J'ai peur qu'on suive un mauvais chemin. Et les COP, manifestement, n'ont aucun effet sur la libération de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est logique, parce que les pays ne peuvent pas adhérer à ça. C'est des investissements qui sont énormes pour pas grand-chose. Eh bien non, mais ce que je veux dire simplement que le problème de ce qu'on veut appeler changement climatique, c'est une évolution climatique qui est directement liée à éruption solaire et inclinaison de la Terre, pour l'instant. Et comment peut-on imaginer, il faut être honnête, on est pneumologue, 0,04% de CO2, ça voudrait faire un effet de serre, il y a un problème. C'est pas possible, ça. Bernard, là où on est très d'accord avec toi, c'est qu'il y a... Là, on est très d'accord avec toi, c'est qu'il y a un polluant identifié qui est la natalité. Tu es d'accord avec moi? Oui. Premier polluant, c'est la natalité. On est passé, moi j'ai vécu 2 milliards, on est à 8. Donc c'est quand même énormissime. Mais par contre, quand on voit les effets indirects,
Sur le plan pathologique, essentiellement sur le plan respiratoire. Regardez la flambée de pathologies qu'on ne voyait pas. C'est pas parce qu'on a le scanner maintenant qu'on les découvre uniquement. Vous avez le problème des adénocarpes, par exemple, qui sont très reliés à la pollution particulière. Problème des fibroses, qui sont très reliés là, tout à l'heure, on avait montré les fibroses, je ne sais pas qui, a parlé de PHS. Les PHS flambent parce qu'avant, on avait deux inducteurs de PHS. Maintenant, on est à 6 ou 7 000 inducteurs qui sont issus de l'industrialisation. Il y a quand même des données qui sont incontestables, qui montrent qu'il y a des polluants qui agressent. Les températures ont changé. Il y a un effacement des 4 saisons. Tout ça, comment tu l'expliques? Je dis simplement qu'il faut se mettre une échelle plus longue du temps. Parce que quand on regarde les courbes de température depuis le Moyen-Âge, les variations existent. Mais quand on parle sur une échelle de 20 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. La problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on se projette sur des temps qui ne sont pas les nôtres. Alors, moi, je veux bien que ponctuellement, on repère des choses. Mais c'est comme si on dit, ah, cette année, il a fait plus chaud que l'an dernier. Bon, mais si on reprend sur des durées, ce n'est pas tout à fait aussi vrai. Moi, je vais te donner un autre exemple pour quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est le vin. Regardez le niveau du Bordelais par rapport au Bourgogne, qui prend la place. C'est parce qu'il y a quand même une élévation de température. Je pense que quand il y aura une inclinaison qui va changer et les éruptions solaires qui vont s'arrêter dans 3 ou 4 ans, ça va évoluer aussi. Bernard, il y a aussi des paramètres qui sont objectifs. Objectif, il y a l'augmentation de la masse particulière de plastique actuellement. Nous avons un 6e océan actuellement. Et puis il y a les déchets qui sont nucléaires, et puis il y a l'augmentation croissante du taux de CO2. Comment pensez-vous que cela soit réversible? Non, mais ça n'exclut pas. Je pense, je sépare moi 2 débats. Ce qu'on appelle changement climatique et la pollution. C'est 2 débats qui s'intègrent, qui s'interpellent, mais qui sont quand même séparés dans la réflexion. Que l'homme, parce qu'il y en a beaucoup, fasse trop de pollution anthropique, oui. Ça, c'est vrai. Mais il est facile de la gérer. Enfin, il est facile. On se donne des moyens de la gérer. En faisant du tri des déchets, en faisant tout ce que tu veux, le 6e continent, c'est-à-dire suppression des plastiques, etc. Oui, on peut le recréer. Mais après, point par point, il faut gérer la question. Alors, au départ, Ali a repris l'idée qu'au départ, c'est le problème de l'Anthropocène, c'est d'abord la masse humaine. Ben oui. Ça, c'est clair. Et à côté de ça, ce nombre d'individus a besoin d'énergie. Je pense que le problème majeur, c'est qu'on pense toujours en mono-énergie, alors il faut penser en pluri-énergie selon ce dont on a besoin. Et c'est ça le problème. Il est illusoire, il est ridicule d'aller prendre du pétrole à moins de 3000 mètres sous terre, à 15 000 km d'ici, pour aller faire un effet Joule, pour fabriquer par exemple de l'électricité avec une centrale thermique. Il faut développer, par exemple, tout ce qui est intermittent, etc. On pourrait l'utiliser en équipant tous nos barrages hydroélectriques pour fabriquer le seul endroit où on peut stocker de l'énergie électrique, ce sont les barrages en remontant l'eau avec une énergie dont on n'a pas besoin quand elle est là. Donc tout ça, c'est point par point qu'on peut résoudre la question énergétique. Je crois que les 2 maîtres mots, c'est 1, nombre de population, 2, comment gérer l'énergie. L'énergie ne peut pas être monolithique, ça a été le tout charbon, ensuite le tout pétrole, c'est faux ça. Il faut qu'à chaque besoin énergétique, on trouve l'énergie qui correspond à son besoin, localement. Mais même, Bernard, si on produit l'énergie proprement, J'entends pas. après la dégradation de l'énergie, peut elle-même produire de la pollution, enfin, produire des produits qui sont toxiques. Moi, j'ai été au Caire, dans une ville, dans un espace 40 km de longueur sur 20 km de largeur. Il y a plus que 2 fois la population de toute la Tunisie sur 125 000 km². Le nombre de densité de voitures, j'ai été impressionné. On avait l'impression que les gens marchaient à pied en voiture, tellement la densité de voitures était importante. Tout ça, ça va produire quand même des phénomènes qui vont modifier l'environnement dans lequel on vit. Tout à fait, mais je pense qu'effectivement, au niveau du transport en voiture, le seul endroit où la voiture électrique peut avoir son intérêt, c'est en ville, pour les fameuses particules. Mais par ailleurs, on ne peut pas se passer d'autre chose, d'un moteur et le moteur diesel reste un moteur de référence pour tout le reste. Mais par contre, on n'a pas besoin du pétrole pour aller chauffer les maisons, etc. Donc, je pense qu'il faut reprendre toute l'énergétique par filière.
Et ensuite, alors, puisque tu évoques le Caire, j'appelle ça, moi, la diminution de la population mondiale va faire ce que j'appelle le syndrome du bocal. Un poisson rouge ne peut pas être plus grand que son bocal. Au fur et à mesure que les gens se mettent dans des villes, ils diminuent le nombre d'enfants qui sont générés, parce qu'il n'y a pas de place. En tous les cas, on te remercie, Bernard. Tu nous as consolés. On a eu quelques minutes de consolation dans un environnement un peu sceptique, mais c'est bien. Moi, je vais rentrer consolé.